Pourquoi l'entraînement dans le chaud aurait-il les mêmes effets que l'entraînement en altitude? Pensée du jour numéro 502. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet dont je vais traiter aujourd'hui, c'est un peu un test pour moi, dans le sens où je ne suis pas encore allé creuser les études et la recherche sur le sujet, mais j'ai quelques hypothèses sur ce qui se passe peut-être au niveau des différentes adaptations en comparant l'entraînement en altitude, hein, quand les athlètes vont faire des camps d'entraînement en altitude, que ce soit des triathlètes, des coureurs, des cyclistes, donc souvent pour les sports d'endurance. Et il s'avère que l'entraînement dans le chaud, que ce soit des salles chauffées, le sauna, etc., semble prendre un petit peu d'ampleur ces derniers temps. Et il y a certaines personnes qui rapportent des adaptations ou des améliorations des performances qui sont similaires à celles qu'on aurait durant un camp en altitude. Et je me suis dit que ce serait intéressant de penser aux différents mécanismes qui rentrent en compte dans ces deux environnements différents, l'altitude et le chaud, et qu'est-ce qu'on peut potentiellement en apprendre. Donc, comme je te l'ai dit, je ne suis pas encore allé creuser les différentes études qui ont été publiées à ce sujet, mais je voulais voir si, sur la base de principes fondamentaux de notre compréhension du modèle du corps humain et de son fonctionnement dans la performance, est-ce qu'on arrive à trouver quelques idées qui pourraient nous orienter sur les adaptations qui surviennent. Donc, on commence avec l'altitude qui est un environnement particulier, dans le sens où on va avoir une concentration de gaz dans l'air qui va être plus basse que celle dont on a l'habitude, notamment au niveau de la mer. Donc, par exemple, dès qu'on monte en altitude, c'est pas qu'il y a moins d'oxygène dans l'air, on est toujours aux alentours de ces 21% d'oxygène dans l'air. Par contre, la densité de l'air est plus basse et donc on n'a pas le même gradient de pression entre l'extérieur et l'intérieur. Le gradient de pression, c'est simplement un différentiel de pression qui va faire que, ben, notamment dans le cas de l'oxygène vient se diffuser depuis le poumon vers l'hémoglobine. Et c'est ce même gradient, bien sûr à une échelle différente, mais qui fait que l'oxygène passe depuis notre sang jusqu'à nos cellules et jusqu'à nos mitochondries à l'intérieur des cellules pour être utilisé dans ce processus de respiration cellulaire. Donc ce gradient de pression qui change et en altitude qui va forcer le corps à s'adapter. Il y a différentes adaptations qu'on peut voir survenir suite à un camp en altitude. D'après ce que je comprends, il y a deux axes principaux qu'on va développer. Un, il y a plutôt l'aspect transfert, c'est-à-dire les capillaires pulmonaires, les capillaires au niveau musculaire. Et d'ailleurs, tu le vois hein, dans les populations qui vivent en altitude, que ce soit par exemple dans les Andes ou sur les hauts plateaux au Kenya, par exemple, on a différentes adaptations qui se manifestent dues à l'altitude. Donc, on a ce développement capillaire, donc une surface d'échange plus importante pour faire passer l'oxygène depuis notre poumon jusqu'à notre sang et ensuite depuis le sang vers les muscles. On a une autre adaptation qu'on voit survenir avec l'altitude, c'est une augmentation de la teneur en hémoglobine de notre sang. L'hémoglobine, je te le rappelle, qui est la protéine qui transporte l'oxygène dans nos globules rouges. Donc on a ces deux côtés, si tu veux bien, ces deux types d'adaptations qui peuvent survenir suite à une période prolongée où on se trouverait en altitude et notamment où on s'entraînerait en altitude. Hein. Ce n'est pas juste suffisant d'aller se mettre sur une montagne, il faut s'entraîner, il faut solliciter le corps. Et en gros, ce manque ou cette différence de pression de l'oxygène, j'allais dire ce manque d'oxygène, mais comme je te l'ai dit, hein, ce n'est pas une différence au niveau de l'oxygène à proprement parler ou de la teneur en oxygène de l'air, c'est une différence au niveau du gradient de pression. Il y a moins de pression, donc notre sang est moins oxygéné, donc notre corps crée plus de transporteurs pour, on va dire, transporter au maximum le peu d'oxygène, entre guillemets encore une fois, qui vient dans notre circulation. Donc ça, ce sont les adaptations qu'on voit survenir à la suite d'un camp d'entraînement, par exemple, en altitude, et qui ont un impact considérable sur les performances, notamment sur les sportifs en sport d'endurance. Et en général, plus c'est long et plus l'impact est significatif. Donc, comme je te l'ai dit, hein, des cyclistes, des triathlètes, des coureurs qui vont s'entraîner plusieurs semaines à la fois et plusieurs mois par année, parfois en altitude pour développer cette qualité-là, notamment cette masse de l'hémoglobine, hein, la quantité d'hémoglobine que tu as dans le sang qui te permet de transporter l'oxygène. Maintenant, si on pense à un environnement qui est chaud, là, on va pouvoir raisonner encore une fois sur la base de principes fondamentaux sans avoir étudié ce qui se passe véritablement. Mon hypothèse serait qu'on a une part de le corps doit se débarrasser de la chaleur. Okay, le corps
doit maintenir une certaine homéostasie interne et une partie de ça, c'est la chaleur à laquelle le corps opère. Si le corps est trop chaud, il ne va pas pouvoir fonctionner de manière optimale. Et donc, ce qui se passe dans un environnement chaud, le corps va essayer de se débarrasser d'un maximum de chaleur, notamment via la transpiration et par le fait de rediriger une partie du flux sanguin vers la peau. Et ça, on le sait bien, c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit en général des fréquences cardiaques qui sont plus hautes, on voit une dérive cardiaque qui est plus importante dans un environnement qui est chaud lorsqu'on s'entraîne, comparé au même entraînement qui serait fait dans des conditions normales, du fait qu'on va, encore une fois, rediriger une partie de notre flux sanguin vers la peau pour aider avec ce processus de refroidissement, tout simplement. Donc, refroidir l'organisme, se débarrasser de cette chaleur interne au maximum. Donc, mon hypothèse par rapport à ça, c'est que les adaptations ne seraient pas exactement les mêmes entre l'altitude et le chaud, parce que dans le chaud, qu'est-ce qu'on va faire? On va, entre guillemets, plus avoir assez de sang, étant donné qu'une partie du sang qu'on devrait normalement utiliser pour le transport de l'oxygène et donc qui contribuerait directement à la performance sportive, serait sollicitée, serait utilisée autre part, notamment au niveau de la peau. Donc, mon hypothèse serait plutôt une augmentation du volume plasmique ou du volume sanguin de manière générale, ce qui va avoir une influence positive également sur les performances. On voit notamment l'effet d'une quantité ou d'un volume de sang supplémentaire ou plus important que ce qu'on a l'habitude de voir, ce qui engendrerait des fréquences cardiaques plus basses. Pourquoi? Simplement parce que la précharge du cœur, combien de sang revient vers le cœur et recharge le ventricule droit, ensuite le ventricule gauche pour ensuite être éjecté dans la circulation et alimenter le corps en oxygène, la quantité de sang qui revient dans le cœur est un facteur important quand on parle du volume d'éjection systolique. Donc, combien de sang est éjecté par ton cœur. Donc, plus tu as de sang, mieux c'est, pour faire très très simple, parce qu'avec chaque battement, tu vas plus remplir le cœur et donc tu vas plus renvoyer de sang par la suite. Donc, plus de sang égale de meilleures performances de manière générale et une meilleure économie également. Et je pense que c'est plutôt ça qu'on verrait comme adaptation au niveau de l'entraînement dans un environnement qui est chaud, c'est-à-dire qu'on va avoir une augmentation de ce volume plasmique, ce volume sanguin de manière générale, ce qui va contribuer aux performances. Donc, je pense que ces deux manières de s'entraîner ou ces deux approches, l'altitude et le chaud, sont deux approches très intéressantes. Et ce qui est, à mon avis, très attrayant avec le chaud, c'est que c'est au niveau logistique, c'est beaucoup plus simple à mettre en place que d'aller faire un camp en altitude. On comprend la difficulté des camps en altitude au niveau logistique, au niveau de la récupération aussi, parce que quand tu es en altitude et que ta saturation artérielle au niveau de ton sang est basse de manière chronique, ça a un impact aussi sur la récupération. Donc, tu ne peux pas t'entraîner aussi fort, tu ne peux pas t'entraîner autant que ce que tu as l'habitude de faire. Ça prend plusieurs semaines pour voir des adaptations, d'après ce que je comprends, 2 semaines ou plus, selon l'altitude à laquelle tu te trouves et selon le fait ou non que tu sois habitué à ce genre de stimulus. L'entraînement dans le chaud, je pense qu'il peut être très très intéressant. Encore une fois, pas parce qu'il a les mêmes adaptations. On a vu que, alors potentiellement, parce qu'il faut encore que j'investigue la question de manière un petit peu plus détaillée, mais on a vu que sur la base de ces principes fondamentaux et de notre compréhension du modèle de la performance et de la physiologie humaine dans le cadre d'une performance sportive, ou d'un effort tout simplement, on a ces adaptations qui vont potentiellement pas être les mêmes, mais qui vont être toutes les deux intéressantes pour des gains de performance. Donc, est-ce que dans ce contexte-là, l'entraînement dans le chaud peut être quelque chose d'assez accessible et qu'on peut mettre en place de manière un petit peu plus régulière et un petit peu plus facile que ce qu'on ferait avec de l'entraînement de l'altitude? Est-ce que ça pourrait rendre accessible cette approche à l'entraînement qui voilà, ne devrait pas être mise en place toute l'année, hein, ça c'est clair, ça c'est sûr et certain. Par contre, est-ce que ça peut être mis en place à certains moments de l'année, à l'approche de l'été par exemple, ou à l'approche d'une compétition qui va être effectuée dans un environnement chaud, ou simplement à un certain moment de la saison? Et encore une fois, il faudrait que je me renseigne sur les temps d'adaptation et les temps de désadaptation, si je sais que c'est pas le bon terme, mais en gros, combien de temps prennent ces adaptations à survenir et combien de temps derrière tu peux les maintenir sans être dans cet environnement à proprement parler. On sait qu'avec l'altitude, c'est une matière de quelques semaines, si je ne me trompe pas. Ça se compte sur les doigts de la main, en tout cas. C'est-à-dire que l'effet direct de ton camp d'entraînement sur les performances sportives au niveau de la mer, après un camp, même après un camp prolongé en altitude, tu ne vas seulement maintenir ces qualités
cette hémoglobine supplémentaire si on veut se centrer sur un paramètre pendant une certaine période de temps. Ça ne va pas rester pour toujours. Donc, il faut bien les utiliser au niveau de la planification sur l'année. À quel moment tu vas en altitude, juste avant une grosse échéance de compétition, mais encore une fois, pour le commun des mortels qui ne sont pas professionnels et qui n'ont pas les moyens illimités, ça va être très, très compliqué de mettre ça en place. Mais est-ce qu'on pourrait mettre quelque chose en place dans le show pour parer justement à ce manque et quand même avoir des adaptations intéressantes qui auraient un impact positif au niveau de nos performances sportives. Donc ça, c'est un petit peu de spéculation de ma part, une hypothèse de ma part aussi sur les adaptations qu'on verra peut-être. Je vais me plonger ces prochaines semaines dans ce qui s'est fait au niveau de la recherche sur le côté des adaptations à l'altitude et des adaptations au chaud. Et je reviendrai vers toi avec quelques idées pour continuer à alimenter cet écosystème et la communauté Upside Strength. Sur ce, je voulais rapidement mentionner ma formation gratuite Ergmaster pour laquelle tu peux t'inscrire directement en cliquant le lien dans la description. Plus d'1 heure et demie de contenu gratuit dans lequel tu apprendras comment mieux utiliser tes outils Concept 2, que ce soit le Bike Erg, le Ski Erg ou le Rameur, comment utiliser leur application gratuite, comment utiliser tout leur écosystème, comment convertir différentes unités entre les watts, les calories-heure et les splits. Donc tout ça dans la formation Ergmaster disponible en accès gratuit. Je te laisse cliquer le lien dans la description. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite bien entendu pas à me les poser. Et je te souhaite une belle journée et te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.